chez Decathlon. Ils se sont dit, en fait, il y a quand même un domaine qu'on n'est pas en train d'accompagner d'un point de vue data, c'est toute la partie RH. On a la chance d'avoir une vision stratégique à 3, 4, 5 ans. Et le but, c'est de se dire, comment est-ce que nous, domaine RH et équipe People Analytics, on fait pour y contribuer. En magasin, demain, il y a un arrêt maladie sur le rayon pêche. Il faut que le leader il soit en capacité de savoir qui est formé sur la pêche dans son magasin. Si je te mets un vendeur du rayon ski, je suis pas sûr qu'on fasse le meilleur chiffre d'affaires du jour. Aujourd'hui, je reçois Fabien qui est People Analytics Manager chez Decathlon. Il va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir lancer l'équipe People Analytics de Decathlon. C'est une tendance qui émerge depuis quelques années. Les grands groupes créent des équipes Data Analytics dédiées au sujet des ressources humaines et Decathlon est l'un des premiers que j'ai vu accélérer sur le sujet. Fabien va nous expliquer pourquoi le sujet est important pour Decathlon, comment il s'y est pris et quel challenge il a rencontré. Hello Fabien, ça va ? Super, et toi? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Cet épisode est rendu possible par Layer Data, le cabinet de conseil spécialisé sur la gouvernance et la qualité des données. Ils accompagnent les plus grandes multinationales telles que LVMH, Coca-Cola ou encore EDF. Ils ont réalisé une multitude de projets sur toutes les technologies et ont des convictions et des méthodes éprouvées. Les équipes de Layer Data sont réputées pour leur sérieux, leurs clients sont super satisfaits. J'ai rencontré Rachid, le fondateur et CEO, qui est un expert data gouvernance et data architecture. Il est venu nous expliquer comment mettre en place un data catalogue sur le podcast. C'est l'épisode 185, je vous le recommande. Et si vous souhaitez réussir votre projet data catalogue, contactez Rachid de ma part, je vous mets son mail en description. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé, toi, People Analytics Manager ? Initialement, moi justement, j'ai jamais vraiment travaillé sur des périmètres RH. Ça fait une petite dizaine d'années que je fais de la data. Donc moi, j'avais travaillé notamment dans des boîtes de conseil, Bearing Point pour pas les citer, dans une équipe data, et après plutôt en startup et en scale-up. Donc j'ai un profil, on va dire, un peu hybride entre un profil technique, mais avec une grosse appétence métier, et également management. Chez Bearing Point, en fait, moi, j'avais travaillé sur l'ensemble des plans de la data. Ça allait de la stratégie au pur opérationnel, on définissait un certain nombre de reporting, d'analyses, etc. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Ornicar au moment où l'équipe data était en formation. Donc assez intéressant aussi parce que tu avais toute la partie acculturation à faire, montrer au métier, même aux produits, à l'engineering, la valeur de la data. Et en plus de ça, tous les aspects, créer les premiers reporting, les premières analyses, les premières stacks, etc. Donc vraiment une expérience super enrichissante. À l'issue de ça, moi, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Magellan, donc une boîte de podcast, je pense que tu connais également. Et après 2 ans, voilà, l'expérience ne me convenait plus forcément et c'est d'abord Decathlon qui m'a attiré avant la partie People Analytics. Parce que déjà, je trouvais qu'ils avaient une belle maturité digitale. Ils sont sur une stack très moderne. Ça a quand même derrière la force d'un grand groupe. C'est assez notable quand tu as été en startup d'avoir derrière des moyens. C'est bête à dire. Et ensuite, moi, je suis aussi passionné de sport. Et donc, cette opportunité chez Decathlon, sur People Analytics, elle s'est plus présentée. Je me suis renseigné ensuite sur ce que c'était le People Analytics. Moi, j'ai toujours une appétence sur les sujets humains. J'aime le développement de mes collaborateurs, de l'équipe, d'une entreprise, etc. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à monter l'équipe People Analytics chez Decathlon. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contexte autour du lancement de cette équipe ? Alors, je pense que pas mal de personnes sont au courant, mais Decathlon, c'est une boîte qui est vraiment très centrée sur ses collaborateurs, sur l'humain en général. Et initialement, comme beaucoup d'entreprises, c'est pas les premiers sujets qu'ils ont commencé à adresser, en tout cas d'un point de vue data. Tu commences par adresser l'optimisation de ta supply chain, la performance en point de vente, toute la performance aussi de ton site e-commerce, ce genre de sujet. Et derrière, ils se sont dit, en fait, il y a quand même un domaine qu'on n'est pas en train d'accompagner d'un point de vue data, c'est toute la partie RH. Et donc, ils se sont posé la question. Et il y avait quelques personnes qui commençaient à travailler sur le sujet à droite à gauche. Les équipes People Analytics, elles étaient plutôt staffées initialement par opportunisme. Tu avais globalement 2-3 personnes qui travaillaient sur certaines analyses pour certains périmètres. L'idée, c'est de demain pouvoir adresser l'ensemble des opportunités mondiales de Decathlon sur l'aspect RH et du coup sur l'ensemble des processus RH. Et je vais peut-être faire une toute petite aparté sur le domaine RH. C'est un domaine qui est assez peu connu. C'est assez complexe, on s'en rend pas forcément compte. Mais on va dire qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de processus métiers qui composent, on va dire, les métiers des RH. Tu as tout ce qui est en lien avec la formation, tout ce qui est en lien avec le recrutement, tout ce qui est en lien avec la rémunération, tout ce qui est en lien avec la performance individuelle, collective. Voilà, il y a plein de sujets qui peuvent être accompagnés. On a commencé du coup à identifier les premiers besoins. Les premiers besoins, typiquement, nous, c'était sur accompagner le pilotage stratégique de la workforce. Très, très basiquement, chez Decathlon, on voulait savoir qui est où, qui fait quoi, quand, à quel moment, sur quel périmètre, dans quelle organisation, etc. Et globalement, est-ce que cette personne, demain, elle peut faire autre chose, elle peut nous porter plus de valeur dans un autre endroit, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier besoin qui a été identifié assez rapidement. Le deuxième besoin, c'était de se dire, en fait, il y en a de plus en plus de réglementations, tant mieux, et qui visent à protéger aussi justement les entreprises, les collaborateurs et même la société en général. Tu as peut-être entendu parler de la DPEF, la déclaration de performance extra-financière. Globalement,
qui évolue en CSRD, mais demain, on va devoir faire un nombre de déclarations d'indicateurs de performance sur le volet humain, des collaborateurs, etc. Et ça, en fait, les RH sont pas forcément staffés pour bien fonctionner, pour bien répondre à ces enjeux de réglementation. Je connaissais pas, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a eu des initiatives qui ont commencé dans les années 2010. Il y a eu des évolutions en fait dans les réglementations sur la partie déclaration de performance extra-financière avec un alignement européen. La France avait fait un petit peu de zèle d'ailleurs là-dessus, mais globalement c'était assez libre encore. Là, cette réglementation, elle évolue, elle devient même la CSRD, elle concerne les entreprises cotées, non cotées, etc. Et tu as beaucoup plus de définitions, c'est beaucoup plus complexe. Donc il y a des échanges encore en cours. Les premières entreprises vont sortir leur premier rapport CSRD cette année en 2025, d'autres en 2026, mais globalement, c'est des enjeux qui sont assez clés. Voilà. Le troisième besoin qu'on a identifié assez rapidement, nous, c'était en fait un besoin assez basique, mais c'était d'outiller l'ensemble des collaborateurs Decathlon, que tu sois l'équipe RH, que tu sois un leader et que tu cherches à savoir qui dans ton équipe fait quoi. Normalement, tu es censé le savoir, mais sur certains aspects, c'est mieux de connaître vraiment bien la rémunération, la formation de tes collaborateurs. Et enfin, quand tu es un collaborateur, aussi savoir vers quoi tu peux évoluer, aussi connaître un peu les détails de ta rémunération, par exemple. Donc c'est des choses sur lesquelles on pouvait aussi les accompagner. Initialement, du coup, on avait quelques personnes qui travaillaient sur ces sujets-là. Et en fait, on a eu un gros enjeu de scaler parce que notamment, comme je te l'ai dit, nous, on est une équipe qui traite l'ensemble des sujets monde. Donc Decathlon, 100 000 personnes, 70 pays, ça commence à faire un certain nombre de sujets. Et comme je te l'ai dit, il y a en plus une quinzaine de processus RH. Et la particularité des RH, c'est qu'ils ont tous des systèmes très localisés. Donc il y a un système de paye en Chine, il y a un système de paye en France, il y a un système de paye en Espagne. Et globalement, ces données-là, faut aller les chercher avant de pouvoir traiter tous tes use cases. Voilà. Pour avoir un ordre d'idée, vous êtes à peu près combien là dans l'équipe? Il y a 1 an et demi, on était plutôt 7-8 personnes, et là, on est monté à une vingtaine de personnes. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, comme je disais, on a beaucoup de données à aller récupérer à droite, à gauche. Donc, on a des équipes data engineering qui travaillent dessus. On a aussi les équipes analytics engineering. On va avoir toutes les équipes gouvernance, super important parce que faut que demain, on parle tous le même langage. Qu'est-ce qu'un contrat pour la Chine? Qu'est-ce qu'un contrat pour la France? Qu'est-ce qu'un contrat pour le Brésil? Qu'est-ce qu'une formation pour la Chine, l'Espagne, le Brésil? C'est la même chose. Ça, il faut que les équipes gouvernance elles nous aident vraiment à définir ces données-là pour que demain, en fait, on a une vision très simplifiée, très holistique de toute la donnée RH. Standardisé, quoi. Exactement. C'est tous les modèles à standardiser. Attends, mais une vingtaine de personnes, c'est une estimation avec les bandes bassantes prises par les différents profils ou c'est vraiment des Non. profils qui sont à 100% sur le Exactement. sujet 20 people? personnes sur le sujet people Ouais, c'est énorme. et sur les équipes United. Nos objectifs pour 2026, 27, etc., 25 même, c'est de fédérer les communautés aussi locales. En fait, on a des relais People Analytics dans d'autres pays, dans d'autres branches, dans d'autres organisations. Et globalement, l'idée, c'est de faire en sorte que ce qu'on fait leur bénéficie et également ce qu'eux font localement puisse passer à l'échelle et bénéficier pour l'ensemble de Decathlon. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est un sujet que moi j'ai vraiment vu arriver petit à petit et comme tu le disais en introduction, historiquement, quand je parle avec des leaders data et que je leur demande un petit peu quels sont les stakeholders avec lesquels ils travaillent, comme tu disais, la prio, c'est quand même toujours ce qui est un peu cœur business pour la boîte au sens vraiment vente, un peu genre cœur business, vraiment en lien direct avec le CA. Donc tu retrouves toujours les sujets marketing, commerciaux, etc., Opération. opérations, supply chain quand c'est un business avec beaucoup de supply chain. Mais c'est vrai que le côté people, pendant longtemps, je l'avais quasiment jamais vu. Et puis là, depuis quelques années, je l'ai vu émerger chez vous. Et ensuite, j'ai vu Alan, tu vois, dans un contexte différent, plutôt scale-up, enfin, licorne française aussi qui a accéléré sur le sujet people. Donc ça, j'avais pas encore vu sur une boîte plus petite. Moi, j'avais travaillé sur des sujets similaires chez LVMH à l'époque. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est du coup une tendance de fond. Donc je trouve ça trop cool qu'on en parle un peu plus en détail aujourd'hui. Je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Quelles sont les grandes étapes que vous avez mises en place ou que toi, tu as mis en place aussi une fois que tu es arrivé pour lancer cette équipe, structurer cette équipe, accélérer sur le sujet? Et on est encore dedans sur certains aspects, mais moi je dirais qu'il y a 4 grandes phases, 4 grandes étapes en quelque sorte, qu'on a mis en place. La toute première, c'est presque, ça va être banal, hein, mais c'est vraiment une première phase d'observation. Faire l'état des lieux des forces en présence, du mode de fonctionnement de l'équipe. Le but, c'est pas d'arriver avec des grands principes, de tout mettre à la poubelle. Et notamment, je te en parle parce que je suis arrivé sur un métier que je connaissais pas. Les RH, c'est un métier qui m'était inconnu. J'avais des interactions avec des RH, mais voilà, c'était limité à ce que moi j'avais comme interaction avec ces personnes-là. Donc il y avait un enjeu de comprendre les projets existants, connaître et rencontrer les interlocuteurs qui travaillent avec nos équipes aujourd'hui, hier, etc. C'est les mêmes avec lesquels on va travailler demain. C'est eux qui vont nous aider à y voir plus clair, à prioriser nos sujets, etc. C'était assez important. Et un point qui est très important aussi dans cette phase d'observation, c'est comprendre la maturité data de ton équipe. Moi, je suis passé par plusieurs entreprises avec plusieurs maturités data différentes. Il faut vraiment arriver à comprendre les forces en présence et ce sur quoi justement ton équipe va être amenée à se développer. Par contre, c'est aussi se rendre compte de ses points de force et ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer par la suite. Donc là, ça c'est assez important, mais c'est aussi important d'aller estimer aussi la maturité data de tes interlocuteurs.
Demain, en fait, ces personnes avec qui tu travailles, peut-être elles n'y comprennent rien aux chiffres. Elles ont une aversion totale pour les chiffres. Un reporting, peut-être qu'un dashboard, ça les fait pleurer. En fait, il faut que tu le comprennes et il faut que tu saches comment communiquer avec eux. Donc ça, c'est pour le Le 1er premier. pilier, donc un peu, force en présence, pour commencer à aussi, avoir une trajectoire, une feuille de route qui se met en place sur, les priorités, recrutement, formation, échange avec les Exactement. stakeholders. Ça va être quoi le deuxième pilier? Ça a été d'ancrer le projet d'équipe dans une stratégie globale d'entreprise et du domaine RH. En fait, c'est se dire, nous, on a la chance d'avoir une vision stratégique à 3, 4, 5 ans, etc. Et le but, c'est de se dire, bah, comment est-ce que nous, domaine RH et équipe People Analytics, on fait pour y contribuer? Comment est-ce que demain, peut-être que si l'objectif A, c'est de générer du chiffre d'affaires via un aspect, bah, comment est-ce que je fais pour que moi, avec mon équipe People Analytics, je puisse contribuer à atteindre cet objectif-là? Et donc ça commence par un premier point qui est d'aller chercher les priorités métiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément. L'équipe existante n'avait pas forcément plus de relations que ça avec l'équipe métier, RH, l'équipe produit et engineering qui accompagnait aussi cette équipe RH. On était en quelque sorte un peu isolés. Donc il a fallu créer en quelque sorte ce premier lien et se dire, bah, en fait, globalement, aidez-nous à identifier les priorités de demain du métier. Et ça peut être très basique. T'as pas besoin d'avoir une présentation, un slide deck avec 14 000 indicateurs, etc. Ça peut être te dire, nous, notre priorité de demain, c'est le recrutement. Notre priorité de demain, c'est la formation. Et ça, en fait, ça te permet déjà de mieux choisir entre 3-4 sujets qu'on va venir te présenter. Te dire, bah, en fait, si ça te va, on choisit ensemble engineering, produit, métier. Et notre priorité numéro 1 à tous, c'est toute la partie Mmh. formation ou recrutement, par exemple. En l'occurrence, tu peux nous parler peut-être d'une grande priorité que vous avez Ouais, découvert, dans ce cadre-là? on a un enjeu très fort du coup sur la partie formation. Typiquement, on a le métier qui, lui, est en train de retravailler sa structure, la façon dont il approche la formation et comment il le met à disposition des collaborateurs partout dans le monde. Le produit d'engineering qui travaille à développer une plateforme mondiale, unifiée, centralisée, avec l'ensemble des contenus, avec un certain nombre de contenus qui viennent aussi de fournisseurs externes. Ça peut être du Coursera, du LinkedIn Learning, etc. etc. Et aussi des formations qu'on développe en interne. Et nous, sur la partie data, on va aussi faire une partie accompagnement des équipes formation, par exemple, pour qu'ils arrivent à savoir combien de personnes sont formées sur quelle formation, que demain, elles puissent s'ajuster. Si on se rend compte qu'il y a une formation où on a 99% de taux de remplissage, bah, peut-être qu'en fait, tout le monde est intéressé, qu'elle est vachement importante. Et on aide aussi les leaders. Demain, en fait, un leader qui est en magasin, il faut aussi se rappeler que souvent, en fait, nos collaborateurs, ils sont en magasin ou en entrepôt. En magasin, demain, il y a un arrêt maladie sur le rayon pêche. Faut que le leader il soit en capacité de savoir qui est formé sur la pêche dans son magasin. Parce que ce qu'on vient acheter chez Decathlon, c'est des produits, mais on vient surtout acheter le conseil. Donc si je te mets un vendeur du rayon ski à la pêche et qui connaît rien en pêche, je suis pas sûr qu'on fasse le meilleur chiffre d'affaires du jour. Et ça, c'est vraiment un use case où derrière, on peut vraiment estimer un chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment très cool, je trouve. C'est super intéressant parce que, tu vois, j'imaginais pas ça aussi intégré, en fait, avec, des objectifs, engineering, avec des objectifs produits, où en fait, finalement, on va retrouver des enjeux après produits, globalement, quoi, hein, sur, de l'analytics, sur, le pilotage d'un produit, l'usage, comprendre les utilisateurs et cetera. Donc là, très appliqué à la formation, mais on peut imaginer, en fait, qu'on retrouve ça sur les différents pans du sujet. Moi, c'est vrai que j'en étais resté à plutôt des analyses à forte valeur ajoutée, mais plutôt, ponctuelles ou via des tableaux de bord, tu vois? Sur, des sujets divers et variés. Je suppose que vous en avez aussi? Je sais pas Tout à si tu fait. veux illustrer aussi des cas Ouais, comme bah, ça? je pourrais aussi te renvoyer vers le podcast que Laura avait fait, justement, épisode 118, si je me souviens bien. Globalement, en fait, on a pas mal de sujets où on travaille notamment avec les équipes du digital sur les aspects de rémunération. Chaque année, en fait, nous, on leur fournit des indicateurs qui permettent de dire, ben voilà, t'es data analyst, tu as 3 ans d'expérience, tu es basé à Paris. En fait, ta rémunération par rapport à l'externe, tu es à plus 10%, plus 5%, moins 5%, etc. Et aussi par rapport à l'interne, tu es sur le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile. Donc ça, c'est des outils qu'on fournit aux leaders, aux RH, etc. Et que demain, ils peuvent vraiment exploiter au quotidien pour dire, bah, en fait, non, tu me disais que tu n'es pas assez payé ou tu me disais que tu es trop payé. Ça, c'est rare. Mais voilà, tu n'es pas assez payé. Bah non, en fait, par rapport au marché, t'es vraiment, ça correspond. On est plutôt même sur un aliment supérieur, par exemple. Et aussi sur des aspects typiquement de diversité, équité, inclusion. Nous, on fait souvent des rapports pour partager sur les inéquités qu'il peut y avoir. Souvent, c'est des inéquités de genre, mais ça peut aussi être dans la seniorité des profils. Mais voilà, on arrive à identifier que pour le même boulot, les mêmes personnes, la même performance, bah, globalement, il y a un delta. Et ce delta, en fait, on vise à le corriger justement en faisant ces analyses. Et d'année en année, on le corrige et on fait en sorte qu'il n'existe plus par la suite. Et aujourd'hui, tu dirais que ça se répartit comment, un peu la, bande passante de l'équipe entre, des gros projets de fond comme le premier qu'on a évoqué, qui sont très intégrés, peut-être plus long terme, en lien direct avec des objectifs, stratégiques, du métier ou, des projets qui sont plus, on va dire,
classiques analytics sur des tableaux de bord ou des analyses ad hoc Mmh. ponctuelles que vous allez faire une fois par an, mais qui vont aussi être très importantes. En fait, on a un peu séparé, on va dire, plutôt par profil. On a des personnes qui sont plutôt sur ces sujets analyse, vraiment trouver des leviers de croissance, et cetera. Et on a vraiment la majorité des profils actuellement, on est sur la première marche, on va dire, qui sont plus sur la partie mise à disposition de la donnée. En fait, comme je te disais, il y a beaucoup de systèmes partout dans le monde. Le but, c'est déjà de centraliser la donnée, de l'exposer et en fait que chacun puisse déjà avoir ses chiffres. Globalement, actuellement, les équipes RH, elles ont pas forcément les chiffres en main. Elles arrivent pas forcément à savoir, combien de collaborateurs sont, formés sur tel sujet ou, à tel niveau de rémunération. Donc OK. on a fait cette première marche. On accélère justement en faisant un certain nombre d'analyses comme je t'ai parlé et demain on va aller, encore accélérer en passant un nouveau palier, en travaillant sur la partie, amélioration de la technologie, via du Gen AI, de la data science, du prédictif et cetera. Bon, j'ai anticipé un petit peu, donc là, tout ce que tu viens de parler, c'était plutôt le troisième pilier dont tu voulais nous parler. C'est vraiment la logique de passer à l'échelle sur l'ensemble de nos sujets. En fait, on a globalement un certain nombre d'analyses qu'on fait sur des périmètres qui sont assez restreints. Je t'en parlais initialement, mais voilà, on faisait des analyses pour les équipes du digital sur la rémunération. Bah, demain, en fait, comment est-ce qu'on fait pour que cette analyse, elle serve aussi l'Espagne qui a le même sujet, la Chine qui a le même sujet, les équipes retail qui ont le même sujet, etc., etc. Donc, on a vraiment cette ambition de passer l'ensemble de nos sujets à l'échelle et aussi de prioriser les sujets en fonction de la valeur générée. En fait, demain, peut-être que ça a plus d'importance de faire un gros reporting où tu n'as pas d'insight qui en sort fort, on va dire, comme tu peux l'avoir via une analyse. Et pour autant, tu vas permettre à ton collaborateur RH de faire à 200% le boulot qu'il faisait à 100% auparavant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on priorise aussi par cette valeur générée. Le dernier point, justement, qu'on a mis en place, c'est se mettre en visibilité. En fait, nous, on communique beaucoup sur nos livrables et surtout sur la plus-value que ces livrables, ils ajoutent. En fait, ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est travailler votre plan de communication. Sinon, l'ensemble de vos analyses, de vos rapports risquent de passer à la trappe. Et surtout, on peut aussi les présenter même à des équipes data en interne qui ne se rendent pas compte qu'il y a des équipes people analytics qui travaillent, qui créent de la valeur. On le voit, nous, à l'usage de nos reporting, par exemple. C'est une métrique qu'on traque du nombre de collaborateurs qui vont mensuellement sur nos dashboards et qui consultent tout ce qu'on met à disposition, quoi. Naïvement, au départ, je m'étais dit: «Tiens, vos clients internes, c'est, les équipes, ressources humaines». En fait, pas du tout, parce que comme tu le disais, tous les managers, en fait, ont des responsabilités de ressources humaines et potentiellement vont utiliser les produits, data que vous mettez à disposition. Donc, en fait, il y a du volume potentiellement sur, l'usage. C'est intéressant. Même tes collaborateurs. Demain, en fait, tu te définis une fiche mission et en plus de ça, toi, tu as un certain nombre de responsabilités dans ton job. Je te dis une bêtise, tu dois être formé sur la partie animation de vente. En fait, demain, tu peux voir que, tu es pas au rendez-vous sur une compétence, ta compétence, elle est pas cochée dans ton reporting et Mmh. du coup, tu te dis: «Faudrait que cette année, je travaille à m'améliorer là-dessus». Donc en fait, les 100 000 décathloniens peuvent bénéficier de nos Oui. travaux. En anticipation, par exemple, de leur, Tout à fait. annual review pour, négocier une promotion, des choses comme ça. Par exemple. Si on prend un peu de recul maintenant, sur, justement tout ce que tu viens de nous dire, hein, donc le lancement, les 4 étapes, faire l'état des lieux des forces en présence, ancrer le projet par rapport à la stratégie, de l'entreprise et du métier. Le troisième, c'était, passer à l'échelle, donc comme tu disais, l'illustration que tu as prise, c'était passer peut-être de quelque chose qui fonctionne au niveau France, mais maintenant, l'emmener au niveau monde. Et enfin le dernier, le plan de communication, se mettre en visibilité et cetera. Quelles ont été selon toi les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'équipe ou toi aussi en tant que manager à un niveau plus personnel? Je pense que le premier, j'ai déjà évoqué très rapidement, mais c'est la montée en compétence des équipes data sur un métier qui est peu connu. Et on s'est appuyé sur une logique où on s'est dit, on va donner leur chance à des profils comme celui de Laura, dont j'ai déjà parlé, qui sont issus de reskilling. C'est des personnes qui étaient côté RH, qui ont fait un reskilling et qui maintenant ont une compétence data. Et en fait, ce qui est génial, c'est que elles nous apportent ces personnes-là sur le volet RH. Nous, on peut les accompagner sur leur développement sur la partie data. Et en fait, demain, on en bénéficie tous. On s'est appuyé sur ces profils-là, par exemple. On a aussi fait un certain nombre d'ateliers. On appelle ça des lunch and learn, mais globalement, on demande à des intervenants des équipes métiers de nous présenter leur métier. Et du coup, nous, on voit comment est-ce que derrière, on peut aller trouver des leviers d'activation sur ces périmètres-là. Donc ça, c'est un enjeu assez important. C'était de monter en compétence sur ce métier pour demain savoir de quoi on parle, en fait. Ça ne soit pas uniquement des chiffres et qu'on ne sache pas vraiment ce qu'on est en train de faire. Le deuxième point, c'est qu'en lien avec toute la partie centralisation des données, on a été amené à travailler sur des gros projets de transformation digitale. Je t'en ai parlé sur la plateforme de formation, mais on est aussi en train de déployer une plateforme, un SIRH, unifié, centralisé pour pouvoir avoir l'ensemble des process, des collaborateurs qui soient référencés sur un seul SIRH mondial. Actuellement, c'est réparti un peu partout dans le monde et donc c'est inscrit aussi dans cette transformation-là et on file un coup de main aux équipes produit engineering, notamment sur toute la partie récupération, centralisation, migration des données. Donc en fait, on va chercher la donnée partout à droite, à gauche et donc j'en ai déjà parlé, mais enjeu de gouvernance de données, enjeu de qualité et cetera. Ça, c'est très, très fort
Et aussi, ça nous impactait sur nos enjeux de scalabilité. Si demain, en fait, on voulait faire une analyse et la passer à l'échelle, t'as pas les données, t'as pas les données. Faut que tu ailles les chercher. Si tu dois passer 6 mois à aller chercher la donnée dans tous les pays, bon, bah, ton analyse, elle a un ROI qui commence à devenir un petit peu dégueu. Et donc ce point-là, il est vachement important et en lien avec tout ça, en fait, on joue avec de la donnée qui est ultra sensible, que ça soit pour les fuites internes ou externes. Je dis interne parce qu'en fait, demain, on va aller récupérer l'ensemble des rémunérations de tous les collaborateurs, ton N+1, ton N+2, ton N+3. Globalement, tu peux avoir leur rémunération, sauf que tu as la rémunération de l'ensemble des décathloniens, l'ensemble des formations, tu peux avoir l'ensemble des adresses, les âges, les dates de naissance, beaucoup de choses et ça, en fait, nous, c'est à nous de faire constamment évoluer la stack technique actuelle de l'entreprise pour faire en sorte qu'ils nous mettent à disposition une stack qui est encore plus encryptée, encore plus access managée, et cetera. Ça se dit pas vraiment access managée, mais t'as compris Ouais, le j'ai sens. compris. Ouais, c'est vrai que tu as pas envie d'afficher le salaire, des dirigeants ou même, je sais pas, de tout le monde de manière générale aux mauvaises personnes. Après, il y a peut-être un niveau où les grilles sont un peu plus fixes et cetera, mais il y a peut-être un niveau de management où ça commence à être compliqué. Chaque fois qu'on lance un gros projet, on se fait accompagner par, les équipes sécurité, les équipes privacy et cetera. Les pays aussi nous challengent beaucoup. Faut qu'on montre patte blanche à chaque fois qu'on veut récupérer la donnée, parce qu'à chaque fois ils nous disent: «Je veux bien vous les partager, par contre demain, où est-ce que vous allez la stocker?» Ils veulent qu'on leur montre et ça c'est génial parce que nous ça nous fait progresser. Nous aussi on s'audite en interne, on fait des vérifications et cetera. Un enjeu super clé par contre effectivement de temps en temps, bah, ça a une inertie aussi parce que demain on est obligé de demander à certaines équipes côté plateforme de nous développer des solutions ad hoc pour nous, qui demain aussi deviennent la norme pour d'autres équipes, hein. Ce qu'on applique aux collaborateurs, demain on peut l'appliquer aux clients. Et en fait, c'est génial de se dire que, bah, en fait, on a augmenté peut-être le niveau de sécurité, de criticité de la donnée client parce qu'on l'a fait, initialement sur les collaborateurs. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe, People Analytics chez Decathlon? Le premier, c'est ce que je t'ai dit, on a réussi à identifier les principales priorités métiers. Donc les priorités métiers actuellement, c'est tout ce qui est en lien avec la Workforce Administration. Donc ça va être, le déploiement de la plateforme SIRH, l'ensemble des reporting qu'on va pouvoir mettre à disposition, la migration des données et cetera. Tu vas aussi avoir tout ce qui est en lien avec la partie réglementation dont je t'ai parlé, la CSRD. On est en train de récupérer toutes les données à droite à gauche pour faire les reporting. Les autres enjeux, ça va être sur la partie recrutement. On a un certain nombre, on appelle ça des ATS, mais c'est les logiciels, de recrutement. En fait, on essaie d'avoir une vision unifiée pour pouvoir contrôler et piloter la stratégie du domaine, RH sur son volet, talent acquisition. Et le dernier point, c'est sur la partie formation dont je t'ai déjà parlé. On est en train de créer une plateforme mondiale. Donc à chaque fois, c'est des gros projets de transformation digitale dans lequel il y a une partie analytics, dans lequel il y a une partie aussi, migration de données. Voilà, il y a souvent des enjeux assez similaires. Et 2 autres aspects qui sont assez importants pour nous, c'est que du coup, on va s'appuyer aussi, à partir de cette année, sur les communautés locales. En fait, le but, c'est de s'appuyer sur des relais au sein de chacun des pays qui peuvent nous enrichir et nous, on peut aussi les enrichir. L'idée, c'est que tout ce qu'on peut faire au global, générique, va servir 80% des cas d'usage partout dans le monde. Et puis les 20% restants qui sont liés à des réglementations locales ou autre chose, ben ça, c'est nos relais en pays qui peuvent le faire. Mais par contre, il faut qu'ils sachent ce qu'on fait et il faut que nous, on sache aussi ce qu'ils font. Comme ça, eux aussi peuvent nous alimenter. Mais parce qu'aujourd'hui, l'équipe dont tu parlais au départ, la vingtaine de personnes, on est plutôt sur des personnes qui sont vraiment rattachées au siège ou à l'équipe France. Mais ça n'empêche que tu as peut-être déjà des profils qui peuvent avoir cette casquette un peu analytics, peut-être plus hybride, fois peut-être pas forcément toujours des experts data, mais qui sont dans les pays et qui aujourd'hui sont même pas comptés dans les 20 personnes, mais que vous Non, allez pouvoir petit à petit exactement. identifier et animer dans cette communauté dont tu parles. Voilà, la vingtaine de personnes dont je te parle, c'est ce qu'on appelle l'équipe United. Chez Decathlon, ça veut dire Decathlon Monde, grosso modo. Et on va avoir, en Italie, par exemple, on a une personne qui est dédiée sur le People Analytics en Italie. En Espagne, on a aussi une personne. En Irlande, on a aussi une personne. Puis après, dans d'autres pays, tu vas avoir des personnes qui font un quart de leur temps sur du People Analytics, le reste du temps sur la partie marketing ou sur la partie autre chose, supply chain, j'en sais rien. Mais on va s'appuyer sur toutes ces personnes-là. Il faut qu'on fédère toute cette communauté-là, qui est friande aussi, et qui attend aussi toutes les solutions techniques qu'on peut lui apporter, parce que ces équipes-là, elles traitent leurs données à la mano, en local, sur leur ordinateur, etc. Demain, nous, on va arriver avec justement un certain nombre d'outils, un certain nombre d'analyses déjà faites, etc. Et le dernier point, c'est qu'on voudrait accélérer sur une partie R&D sur 2 aspects. La R&D purement technologique, c'est se dire, bah, demain, en fait, on a envie de pouvoir mettre en place un assistant sur la partie IA générative, par exemple, qui puisse se dire, bah, en fait, Robin, toi, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là où tu étais pas forcément à l'aise, c'était sur la communication orale. C'est pas forcément le cas, mais demain, on va aller pouvoir te pousser la bonne formation au bon moment, etc. L'autre aspect, c'est vraiment sur le lien, par exemple, entre la performance financière et la performance humaine. Demain, typiquement, en magasin, si on se rend compte que 2 magasins identiques n'ont pas la même performance, il y en a un qui performe 10% moins bien, en fait, ça peut être lié à tout un tas de facteurs. La zone de chalandise, la supply chain qui est peut-être moins bonne dans ce coin-là, mais ça peut aussi être lié à des facteurs humains. Est-ce que demain, tu as un aussi bon taux de formation dans le magasin A que dans le magasin B? Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais si jamais tes vendeurs sont pas formés sur leur sport,
ça m'étonnerait qu'ils vendent aussi bien. Ou s'ils sont pas formés sur l'animation commerciale, bah, peut-être qu'ils performeront, aussi moins bien. Mais ça peut être sur d'autres aspects. Est-ce que ton équipe, elle s'appuie assez sur un taux de seniors assez important? Les seniors, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, surtout dans les entrepôts ou dans les magasins. Si tu as un magasin qui avait que des juniors, bah, en fait, tu pas forcément la mémoire de l'entreprise. Et le dernier point, c'est aussi se dire, bah, peut-être que dans ton équipe de leadership en magasin, tu as un taux de représentativité des femmes, par exemple, qui est moins élevé et du coup, ça fait que ton magasin performe moins. On va essayer de trouver ces leviers d'action et de mettre en place des stratégies derrière pour aller, chercher 1 2 5 10 de croissance du chiffre d'affaires et c'est des leviers d'action concrets qu'on va les proposer aussi. Je rebondis une seconde sur, ce dont tu as parlé sur le sujet IA générative, parce qu'on a parlé d'un sujet RH, maintenant ça m'est revenu dans le cadre d'un épisode qu'on a fait avec Ledger, qui est, la licorne française, tu sais, dans les cryptos. C'est l'épisode 148 et eux, ils ont fait un projet RH que je trouve intéressant, qui est plutôt orienté sur un agent qui, permet, en fait, aux collaborateurs de répondre aux questions du quotidien et donc ils ont fait, tout simplement un RAG, assez, classique, mais assez poussé, sur toute la documentation, en fait, que les, membres des ressources humaines, avaient, parfaitement documenté et pourtant, ça faisait la 350 millième fois qu'on leur posait les mêmes questions sur la Exactement. documentation qui était disponible et donc quand, c'est, Mickaël de Head of Data et IA, bah, est allé parler aux différentes équipes et notamment aux ressources humaines pour voir, ce qui pouvait être mis en place sur les IA génératives et donc ils ont mis en place, un agent sur ce use case très spécifique. Et c'est également quelque chose qu'on a Ce dans genre les de use cartons. case, ouais. Après, il y a toujours un sujet un peu touchy, c'est que globalement, tu laisses parler un bot. Cette information, elle peut être assez importante si c'est, pour des informations sur un congé maternité ou autre chose et cetera. C'est quand même mieux aussi d'avoir un double check. Donc il faut arriver à faire quelque chose dans lequel tu as suffisamment confiance ou alors avoir un double check aussi qui peut se faire, humainement sur les réponses qui sont apportées par l'IA. Et enfin, petit sujet d'ouverture avant qu'on passe à la fin de cet échange. Lorsqu'on s'est appelé, tu m'avais dit que tu commençais toi aussi à, bah, regarder ce qui se passait un peu sur le marché, dans d'autres boîtes. Si je dis pas de bêtises, je crois justement, tu avais échangé avec, l'équipe de Alan, qui travaillait sur Ouais, l'équipe de tout à fait. l'analytics, peut-être d'autres et tu avais identifié, bah, peut-être des spécificités. Je trouvais ça intéressant que tu nous en parles et ça peut aussi, bah, faire un petit peu le pont vers éventuellement un autre épisode que je pourrais faire, si tu penses que c'est intéressant avec, Ouais, bien par sûr. exemple l'équipe chez Alan ou d'autres qui montent des équipes People Analytics. En fait, je vous ai beaucoup parlé d'enjeux qui semblent concerner des boîtes qui font, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. People Analytics, on peut le mettre en place, très rapidement sur des enjeux qui sont complètement différents des nôtres. Alors déjà, vous aurez beaucoup moins de problèmes de centralisation de données, donc profitez-en. Mais, voilà, moi je voulais faire une petite aparté sur les petites structures, des PME, des startups, des scale-up, qui peuvent déjà mettre en place un certain nombre de choses. Le but, c'est commencer petit et se concentrer sur les besoins critiques. Hésitez pas à aller voir les RH. En fait, les RH, ils ont pas forcément en visibilité que vous pouvez les accompagner. Ils ont l'impression qu'ils doivent être dans leur bulle, qu'ils doivent pas partager leurs données elle est trop critique, et cetera. Vous avez gagné la confiance des autres équipes métiers, vous avez travaillé avec les équipes opérations, marketing, et cetera. Demain, vous pouvez aussi aller apporter aux équipes RH. Il faut juste aller leur demander ce que c'est leurs besoins critiques. Et je donne un exemple assez basique, hein. Tout le monde va essayer de calculer le taux de churn des collaborateurs, et cetera, en fonction d'indicateurs. C'est un truc qui est très complexe quand tu as une dizaine, une centaine de personnes. Il y en a qui peut-être y arrivent à le faire avec une bonne fiabilité. Moi, je me lancerai pas dedans. Par contre, faire la partie prédictive basique, hein, moi, je suis un grand convaincu de la partie analytics. Mettre en place un baromètre anonymisé dans les équipes et demander 3 4 questions, 10 questions comme vous voulez. Il y a plein de boîtes qui font ça, mais vous pouvez aussi le faire à la mano. Mais globalement, c'est se dire, est-ce que tu as l'impression que tu contribues à la valeur générée par l'entreprise? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as l'ensemble de tes rituels managériaux qui sont menés, et cetera? Et ça, en fait, toi, très rapidement, très facilement, tu peux faire un nombre de KPI qui, trimestriellement, de manière bimensuelle, biannuelle, comme tu veux, tu peux arriver à voir une bonne santé de l'entreprise et à dire: «Mais en fait, les collaborateurs sont dans un bon mood, sont dans un mauvais mood» et derrière, il y a des stratégies RH qui peuvent être activées. Quand tu t'aperçois qu'en fait, 30 de tes collaborateurs considèrent qu'ils sont alignés avec les objectifs de l'entreprise, faut peut-être les réexpliquer ou faut peut-être les retravailler. On arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Grégory Van Linsberg, donc c'était mon premier leader chez Decathlon, qui a écrit une suite d'articles, donc c'est 4 articles sur Medium, qui s'appelle «How to build an actionable data and analytics strategy» et du coup, globalement, pas à pas, il t'explique comment concrètement construire cette stratégie et demain, en fait, ça va t'aider à construire le projet de ton équipe, à avoir vraiment une visibilité pour toi, pour ton équipe et pour mieux embarquer tous tes collaborateurs dans les sujets que vous allez faire. Et ça t'aide aussi à choisir, en fonction de la valeur, en fonction de plein d'autres choses, l'ensemble de tes sujets. La deuxième recommandation, c'est un bouquin qui s'appelle Culture Map d'Erin Meyer. Et c'est un bouquin qui traite des spécificités des différentes cultures et comment est-ce qu'on travaille dans un milieu professionnel ensemble. Je te prends l'exemple. En Amérique du Nord, on va toujours te dire que ce que tu as fait, c'est amazing, c'est great job, etc., etc. Ça correspond peut-être en France à un OK, c'est pas mal, j'en attendais un peu plus. Et ben ça, t'as envie de le comprendre. Surtout quand nous, tu vois, par exemple, on adresse 70 pays. En Amérique du Sud, en Asie, ils ont un lien beaucoup plus important à la hiérarchie. Ils veulent tout faire valider par leur hiérarchie, par exemple.
Ben ça, en fait, il faut le comprendre quand tu vas les approcher pour leur présenter un certain nombre de sujets. Donc c'est un bouquin qui est vraiment intéressant et qui te permet de mieux comprendre comment, fonctionner dans un environnement professionnel, multiculturel ou même personnel d'ailleurs. Excellent. Bah écoute, je mettrai les deux en description, comme d'habitude. Enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Globalement, il y a 3 conseils d'anciens leaders que j'ai eus, que je garde. Le premier, c'est qu'en fait, quand tu crées une équipe, ça pour moi c'est très important. Les premières personnes que tu vas recruter dans ton équipe, c'est celles qui vont donner la couleur de ton équipe. Donc faut pas se rater. Celles qui vont donner l'ambiance, celles qui vont créer la confiance, celles qui vont onboarder les prochains profils. Si jamais demain tu t'es raté et qu'en fait, ben, ton équipe elle fonctionne pas, ben, ça va être très compliqué. Donc vraiment faire attention au premier profil que tu recrutes. Et en lien avec ça, le deuxième conseil, c'est que quand il y a un doute, il y a pas de doute. Et ça s'applique beaucoup au recrutement. Si tu es pas sûr à 100 d'une personne, attends. Attends un peu et tu verras. Moi, j'ai déjà eu à refuser des profils où j'étais en dernier tour et j'étais acheté, bah, je suis pas sûr à 100. Et ben, quelques semaines, quelques mois après, j'ai trouvé des top profils qui convenaient à 100, qui sont super bien intégrés dans l'équipe et pour lesquels je suis très content d'avoir attendu. Et le dernier point, c'est, je pense qu'il est assez important, c'est de ne pas avoir d'ego dans le management. Ton but, c'est de recruter des personnes qui sont meilleures que toi. Alors meilleures que toi au sens plus expertes, mais tu sais que tu peux quand même les faire se développer sur d'autres pans. Ça va être sur les aider à développer une stratégie, sur les aider à juste, travailler mieux au quotidien. Et voilà, je pense qu'il faut mettre son ego de côté et te dire: «Bah, globalement, cette personne est meilleure que moi, elle est plus experte. Par contre, je peux quand même lui apporter et l'entreprise va bénéficier de la valeur de cette nouvelle personne». Très bien, on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour ces conseils et merci aussi pour tout ce retour d'expérience sur le lancement de l'équipe People Analytics chez Decathlon. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, que vous soyez sur YouTube, Spotify. Profitez-en pour vous abonner comme d'habitude. Venez mettre un petit commentaire sur le post LinkedIn qu'on va faire avec Fabien. Je vous dis à bientôt. Merci Fabien. Merci Robin. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'Analytics Engineering et le programme du bootcamp.